Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter à ce webinaire organisé par SP Canada de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts auxquels prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Ce soir, nous aborderons un sujet qui touche beaucoup nos participants, les enjeux en milieu de travail vécus par les personnes touchées par la sclérose en plaques. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires, Biogène, EMD Serono, Alexion et Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je suis Jean-Sébastien Lavoie et il me fait grandement plaisir encore une fois d'animer le webinaire. Je suis impliqué auprès de la société depuis quelques années. J'ai participé à la web-série Souper Party, à des capsules d'information et je suis aussi membre d'un comité national de jeunes adultes atteints de l'ASP. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de SP Canada. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aux participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de ces questions-là possibles. Veuillez noter que la société que SP Canada n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'expert qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Maître Jean-François Raymond. Bonjour, il me fait plaisir d'être ici ce soir. Donc, une courte bio, Maître Jean-François Raymond. Vous êtes associé principal au cabinet ARBD Avocat depuis 2019, où vous êtes devenu associé directeur en février 2023. Au début de votre carrière, vous avez pratiqué dans divers bureaux d'avocats de Montréal et de la Rive-Sud, au sein desquels vous avez acquis et développé une expertise en matière de déontologie et de responsabilité professionnelle, de litige civil et de droit administratif. Vous avez par la suite poursuivi votre carrière à l'Association des courtiers et des agents immobiliers du Québec, aujourd'hui appelée l'OACIQ. Maître Raymond, vous avez plaidé devant différentes instances pénales dans des dossiers de pratiques illégales du courtage immobilier et hypothécaire. De retour à la pratique privée, vous vous êtes concentré sur la défense des travailleurs et travailleuses auprès de la Commission des lésions professionnelles. Donc, suite à tout ce jargon, bienvenue Maître Raymond, la parole est à vous. Merci. Donc, je vous ai déjà souhaité, en tout cas, mon intérêt pour être ici. Je suis très content d'avoir été invité. On a dit dans ma biographie, je fais beaucoup maintenant de droit du travail, CSST, donc d'où mon intérêt pour toutes les questions d'accommodement dont on va discuter ce soir. L'emploi, le travail, vous le savez, c'est plus qu'un gagne-pain, c'est plus quelque chose qui est alimentaire, c'est aussi une portion de notre identité comme individu. Et la Cour suprême l'a déclaré à maintes reprises à quel point cet élément-là était fondamental dans la construction d'une personnalité. C'est pourquoi les tribunaux, mais le législateur a également voulu protéger de façon très importante notre capacité à pouvoir travailler. Et ça doit être un peu le fil conducteur de la présentation aujourd'hui. Il faut se rappeler à quel point on a, et la jurisprudence et la loi ont voulu protéger nos emplois. Alors, je vais vous amener vers les dispositions particulières donc, de la loi qui protègent justement donc votre emploi, mais également qui est une protection contre la non-discrimination dont on peut être victime dans le cadre de notre travail. Donc, d'où le titre que vous voyez, donc discrimination, accommodement et responsabilité de l'employeur. Donc, je pense que les gens sont en général assez familiers avec, en tout cas, le mot d'accommodement ou les accommodements raisonnables, et on va essayer de définir à quoi vous avez droit comme personnes qui peuvent être victimes de discrimination en emploi. Donc, je vous ai dit, je l'ai mentionné, le législateur, donc les gens qui font les lois, ont voulu protéger de façon importante votre droit à la non-discrimination. Donc, vous le voyez, et c'est le titre de
ce passage, donc les protections de la Charte des droits et libertés de la personne. Dans le webinaire aujourd'hui, on va vous parler de la Charte des droits et libertés de la personne, qui est aussi appelée la Charte québécoise. Vous connaissez d'office qu'il y a également une Charte canadienne des droits. Pourquoi on n'en parlera pas aujourd'hui? C'est parce que la Charte canadienne ne s'applique que dans la mesure où votre employeur est une partie de l'État. Donc, si par exemple, vous êtes employé au gouvernement fédéral ou dans une municipalité, ce sont des illustrations, et là, à ce moment-là, la Charte canadienne va s'appliquer à votre cas. Lorsque vous avez un employeur de nature privée, une entreprise, peu importe, le législateur a quand même voulu vous protéger, mais ils ont adopté au Québec la Charte des droits et libertés de la personne québécoise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir s'applique à tout le monde. Dans les faits, il n'y a pas de grande différence de protection entre la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits. Donc, tout ça serait à peu près là, au niveau de la protection similaire. La différence est plus juridique. Je vais prendre quelques instants juste pour l'expliquer, mais la Charte canadienne est une partie de la Constitution canadienne, donc est la loi la plus importante au Canada et elle écrase en quelque sorte toute autre loi qui lui était compatible. La Charte québécoise dont on va parler aujourd'hui est ce qu'on appelle une loi quasi-constitutionnelle. Ça démontre l'importance que le législateur a voulu accorder à ces droits-là. Pourquoi quasi-constitutionnelle? C'est qu'elle ne peut pas écraser la Charte canadienne, mais elle va écraser en quelque sorte toute autre loi qui serait incompatible. Loi ou conditions dans votre contrat de travail, conditions dans une convention collective. Donc, si ces éléments-là dans votre contrat de travail ou dans votre convention collective sont contraires à la Charte québécoise, elles sont nulles et la Charte québécoise va les écraser. Donc, l'importance et les concrets, l'importance qu'on accorde à la non-discrimination dans le droit québécois, dans le droit canadien, il est très concret. On voit donc l'article 10 de la Charte, on dit « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans les mesures prévues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et, finalement, le passage qui va nous intéresser aujourd'hui, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap. Parce que handicap, au sens de la jurisprudence au Québec, au Canada, ça a été interprété de façon très large. Donc, toutes les questions de maladie, d'accident, de limitation physique, des fois, c'est même pas des véritables limitations physiques, mais c'est la perception que les gens peuvent avoir de limitations physiques. Tout ça a été regroupé sous le motif de handicap au sens de la Charte. Donc, il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Donc, là, la base dont on va discuter pour la question des accommodements, la base juridique, elle est ancrée dans l'article 10. À l'article 20, on dit une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi ou justifiées par le caractère acceptable. Mais je vais prendre la première partie. Donc, si cette distinction, cette exclusion-là est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par un emploi, c'est ce qu'on va appeler des exigences professionnelles justifiées. C'est-à-dire qu'un employeur peut, dans certaines situations, exclure des gens avec un handicap dans la mesure où il est réellement capable de justifier cette exclusion. Donc, il y a des tests que les tribunaux ont élaborés pour exclure dans certaines situations des gens, mais on va le voir, ce sont des tests qui sont assez sévères. Donc, on commence avec notre base juridique. Vous êtes donc comme travailleur, vous êtes protégé par la Charte et on ne peut pas vous offrir un traitement différencié parce que vous avez un handicap. Et actuellement, là, ce qu'on va discuter là s'applique évidemment à d'autres situations, mais on va
focusser aujourd'hui principalement sur la question de l'handicap. Donc, on a mis donc, dans le volet juridique, on sait qu'on a un article qui nous protège, mais concrètement, comment ça se réalise, ça, cette protection-là, quand on est en emploi. Donc, je suis une personne qui souffre d'un handicap quelconque, physique ou mental, et j'ai peut-être des limitations, ce qu'on appelle des limitations fonctionnelles, donc des éléments que je ne peux pas, moi, exercer dans le cadre de mon travail. Donc, puisque j'ai le droit de ne pas être discriminé, et les tribunaux ont élaboré un test, mais ont élaboré le concept d'accommodement raisonnable. Donc, mon employeur doit m'accommoder dans la mesure du possible. Donc, et ce fardeau-là, c'est quoi? C'est-à-dire que l'accommodement raisonnable, c'est une obligation de l'employeur, c'est pas une option. Pour lui, c'est pas de dire, écoutez, moi, ça fait mon affaire. Et les tribunaux vont dire, ben, la seule façon pour lui de se sortir, en quelque sorte, de cet accommodement-là, c'est de démontrer qu'il n'est pas raisonnable à son égard, puisqu'il constitue une contrainte excessive. Donc, l'employeur a un lourd fardeau, il a le fardeau de démontrer que cet accommodement-là est trop lourd pour lui. Il y a différentes façons pourquoi ça peut être trop lourd et on va les passer en détail pour essayer de comprendre où on en est dans l'élaboration de ce concept-là auprès des tribunaux. Parce que c'est un concept qui a fait l'objet de multiples décisions et d'un large éventail de jurisprudence. Vous allez le voir, c'est également un concept qui est difficilement applicable mur à mur, c'est-à-dire que c'est vraiment les éléments factuels au soutien de l'application de ce concept-là sont importants. Alors, on a notre protection constitutionnelle de l'article 10. Concrètement, les tribunaux ont dit, ben, écoutez, il faut accommoder les travailleurs. Et les employeurs ont dit, ben, jusqu'à une certaine limite, celle de la contrainte excessive, et on va voir comment ça s'articule de façon concrète, ces éléments-là. Donc, la première étape, et c'est un élément qui est souvent oublié par les employeurs, c'est que l'accommodement, c'est essentiellement, comme première étape, un processus. On doit constater que l'employeur effectue des efforts réels pour accommoder la personne. Et qu'est-ce que ça veut dire, des efforts réels? Ça veut dire mettre en place un processus d'accommodement. Donc, une illustration, on a une personne qui est blessée physiquement, on a une personne qui a une maladie XYZ avec des limitations que son médecin a bien établies, et l'employeur, ben, il envoie par exemple un ergonome à un poste de travail pour voir si la position est adéquate. Il est en train d'évaluer les tâches. Quelles tâches la personne peut faire? Est-ce qu'il y a des tâches qu'elle ne peut pas faire ou qu'on peut modifier? Est-ce qu'elle aurait besoin d'un équipement supplémentaire? Mais avant de tomber dans ce qui est concret, il faut se souvenir que l'employeur, il a la responsabilité de faire une démarche. C'est important parce que le simple fait de ne pas faire la démarche a causé des problématiques dans certains dossiers. Je vous ai mis l'affaire Hydro-Québec contre syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureaux, section locale 2000, c'est SCFP-FTQ. Donc, on est dans une affaire où c'est un syndicat qui dépose un grief à l'encontre de son employeur parce qu'il considère qu'une personne, un individu qui avait un trouble de la personnalité et qui, effectivement, n'était pas capable d'exercer son emploi, a été congédié injustement. Le motif du syndicat, c'est de dire, on ne le sait pas si vous êtes en mesure de l'accommoder ou pas, parce qu'Hydro-Québec, vous n'avez pas fait de démarche adéquate. Vous avez simplement constaté que la personne est souvent absente et qu'elle n'est pas en mesure de donner une prestation de travail dans son poste habituel. Mais vous avez une démarche à faire. Et puisqu'aucune tentative d'accommodement n'a été faite, aucune démarche sérieuse, de tenter d'y trouver un autre poste, ou etc., le simple fait que ça n'a pas été fait, le congédiement fut annulé.
On l'a vécu, ça c'est une affaire qui date un peu plus, mais qui est une affaire très importante. On l'a vécu récemment dans un dossier avec les pompiers, où le pompier a une limitation fonctionnelle et la municipalité qui l'emploie décide là, de le congédier en disant qu'il n'est plus capable de faire toutes les tâches de pompier. Or, aujourd'hui, les pompiers, il y en a qui, évidemment, le pompier, je veux dire, classique ou celui qu'on a dans notre imaginaire qui va aller au feu, mais il y a des gens qui vont manipuler des camions, il y a des gens qui vont gérer des autopompes, et ce sont des postes qui ne demandent pas nécessairement les mêmes applications physiques. Puisque l'employeur n'a fait aucune démarche pour vérifier si ces postes-là pouvaient convenir aux travailleurs, ils ont également annulé le congédiement dans ce scénario-là. Alors, on le voit, la première étape, il faut que l'employeur, quand vous êtes en situation de handicap, il faut que l'employeur fasse une démarche concrète et sérieuse. Et le simple fait de ne pas faire cette démarche-là de façon sérieuse entraîne des conséquences s'ils mettent fin, par exemple, à votre emploi. On a parlé donc, on l'a dit, de l'accommodement. On est dans le cadre du processus. L'employeur se questionne que dois-je faire? Est-ce que ça constitue une contrainte excessive d'accommoder mon travailleur? Il n'y a pas de recette parfaite, mais il y a des indices. J'en ai mis quelques-uns, mais la jurisprudence s'est vraiment beaucoup développée sur quels sont les indices qui nous permettent de se dire que là, on a peut-être franchi une étape où l'accommodement pour l'employeur n'est plus raisonnable et constituerait une contrainte excessive. Donc, prenons le coût de l'accommodement. Des fois, il pourrait y avoir des situations où on se rend compte qu'il y aurait de l'équipement à acheter, mais qui est excessivement onéreux pour l'employeur, à un point où l'employeur ne peut pas se le permettre. On a des situations d'interchangeabilité des employés. Qu'est-ce que ça pourrait être, l'interchangeabilité des employés? On le verra, on a un cas concret dans la jurisprudence dont je vais discuter tantôt. Mais il y a des situations où vous êtes, par exemple, le seul travailleur dans un secteur isolé à Bécomo et vous êtes dans un poste de travail seul. Alors, évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile de vous accommoder que si vous êtes dans une entreprise où il y a 5000 travailleurs et que peut-être qu'il y a des fois où certains travailleurs peuvent prendre certaines de vos tâches. On le verra, ça, comme je vous disais. Il y a un exemple intéressant, je pense, dans la jurisprudence récente pour illustrer ce propos-là. Les atteintes aux droits et les règles des autres salariés, donc c'est aussi des choses dont l'employeur, mais des fois les syndicats doivent prendre en considération également. Je pense à un cas très récent où la personne qui souhaite obtenir un poste d'accommodement parce qu'elle n'est pas en mesure de faire l'ensemble des tâches, mais on lui trouve un poste dans l'entreprise. Mais c'est un poste qui est très convoité par les salariés et certains attendent depuis 20 ans par ancienneté d'obtenir ce poste-là. Alors, là, à certaines occasions, des fois, on va dire, ben, écoutez, de violer certaines règles qui sont déjà des règles de convention collective, dans certaines situations, ça pourrait constituer une contrainte excessive. Et on l'a vu également dans des fois où on a dit mettre la personne dans ce poste-là pourrait avoir un incident sur la santé et sécurité des autres travailleurs. Ça, on l'a vu par exemple chez les policiers, où une policière qui, suite à un accident, n'était plus en mesure de faire de l'intervention physique. L'employeur a considéré que de la mettre en duo avec un autre policier, alors que des interventions physiques peuvent arriver ou peuvent être provoquées dans le cadre du travail ou en faisant une arrestation, c'était de mettre en danger la santé et sécurité d'un autre travailleur et ça constitue donc une contrainte excessive dans le poste de patrouilleur. Donc, ce sont des illustrations de ce que ça pourrait être une contrainte excessive. Mais excessive, c'est un mot qui est important, c'est un fardeau qui est très lourd pour les employeurs. C'est pas, on ne peut pas rejeter l'accommodement du revers de la main. Et d'ailleurs, c'est le dernier sous-point où on dit souplesse de l'employeur dans la manière que l'employé peut exercer ses tâches. On a vu des situations où l'employeur arrive avec une liste de 22 tâches, puis il dit, ben, il y en a une sur 22
où le travailleur n'est plus en mesure de le faire compte tenu de son handicap. Et ben, tant pis, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est capable de faire les 22. Alors, il faut se poser la question en premier, est-ce qu'il y a une façon de pallier à ça? Des fois par, je disais, de l'équipement, des fois par une réorganisation des tâches qui n'est pas excessive, ou même en ayant un peu de, je vais dire, de compassion envers la personne en disant, mais écoutez, on va te permettre de faire cette tâche-là, que ce soit plus lentement ou à des moments particuliers ou en la séparant avec un autre travailleur. Donc, il faut pour un employeur qu'il fasse un effort et qu'il ait une souplesse dans la façon dont les gens peuvent exercer les tâches. Évidemment, je reviens un petit peu au concept qui était antérieurement, mais donc, si l'employeur franchit ça, donc cette contrainte excessive-là, là, à ce moment-là, qu'on est que là, il a fait l'accommodement n'est pas raisonnable, il n'a pas à maintenir, là, je parle de lien d'emploi, mais il n'a pas à maintenir la personne dans son emploi. L'accommodement, il est individualisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de recette magique où on dit ça oui, ça non. Tout dépend des limitations, évidemment, de la personne, mais également de l'employeur. Qu'est-ce que c'est comme employeur? Donc, on a regardé tantôt la décision d'Hydro-Québec, on disait qu'il n'y avait pas fait de processus du tout. Mais une compagnie comme Hydro-Québec, c'est beaucoup de travailleurs. C'est une grande diversification des tâches. C'est des tâches qui sont disponibles et des gens qui peuvent vous aider, etc. Alors, chez Hydro-Québec, le devoir d'accommodement, ou en tout cas la possibilité d'accommoder, est beaucoup plus élevée que si vous êtes dans une PME de 4 employés, où souvent c'est des corps rotatifs, il y a juste une personne à la fois. Alors, évidemment, tout ça va varier. Plus vous aurez un employeur important, plus vous aurez une diversification des tâches, plus ce sera en général facile d'obtenir un accommodement. Je fais beaucoup de droit du travail dans les municipalités du Québec. Je représente énormément de syndicats de travailleurs qui travaillent dans les municipalités. Et accessoirement, je suis aussi le premier conseiller de la Fraternité des policiers de Montréal. Donc, quand je suis dans une ville comme Montréal, bien, évidemment, il y a une panoplie d'emplois qui s'occupent et l'accommodement, c'est face à l'employeur. C'est pas juste dans votre tâche, on le verra également dans la jurisprudence, mais donc, dans une ville comme Montréal, accommoder des travailleurs, c'est relativement facile. Quand vous travaillez dans une municipalité comme, je vais dire, Chibougamau, alors là, on réduit énormément le bassin de possibilités. Ça, la jurisprudence, c'est ça qu'elle dit. Elle dit c'est un accommodement qui est individualisé face à l'employeur. Mais c'est également un accommodement qui est individualisé face aux travailleurs. On a eu et je vais regarder, je vais faire même le troisième point en disant éviter les règles rigides. Donc, il faut prendre en considération l'état réel des travailleurs. C'est pour dire qu'il va falloir bien délimiter les limitations fonctionnelles. Les limitations fonctionnelles, c'est quoi? C'est dans les faits, ce que le médecin dit vous êtes capable, vous n'êtes pas capable de faire. Donc, il faut prendre en considération cet état réel. Encore là, anecdote, mais je négocie des conventions collectives et à certaines occasions, on me dit, ben écoutez, moi, on serait capable d'accommoder 6 personnes, éventuellement. Donc, on va faire 6 postes pour les gens qui auraient des problèmes d'accommodement. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas à la 7e, si elle a une blessure ou un état physique diminué, mais léger, c'est possible de réorganiser ses tâches. On ne peut pas juste me dire, il y a une règle rigide, c'était 6. J'en ai 6 qui sont malades dans l'entreprise. Le 7e, c'est non. Alors, il faut refaire cette évaluation-là. Il faut en arriver à une conclusion. Il faut que l'employeur démontre que la contrainte, elle est excessive à l'égard de ce travailleur. Donc, j'ai pris quelques exemples d'accommodement pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. On a des décisions, là, je vais faire une petite portion également sur vraiment la jurisprudence pour des cas de gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Mais on a constaté dans la jurisprudence certains éléments qu'on peut voir. Donc, le premier point, je vous en ai parlé tantôt, mais assouplir les tâches. Donc, un employeur peut avoir l'obligation
d'assouplir certaines tâches pour une personne qui serait atteinte de sclérose en plaques. Donc, je ne rentrerai pas tout de suite dans le cas particulier parce qu'il y a vraiment un élément dans la jurisprudence où il y a une personne dont ces tâches ont été assouplies, mais où je l'ai constaté tantôt, il y a une description de tâches. Vous pourriez avoir des éléments là, qui sont faits par d'autres personnes ou on va offrir des horaires de travail variables. Donc, des fois, c'est peut-être la fatigue qui s'installe. Il y a des périodes peut-être où les gens sont plus fatigués, etc. Et l'employeur pourrait avoir cette obligation-là. En fait, ça doit faire partie de sa réflexion. Quand je dis l'obligation, c'est que lui, au final, il va falloir qu'il propose quelque chose. Il va falloir que cette proposition-là au salarié soit raisonnable. Donc, c'est lui qui va choisir ces moyens-là, l'employeur, mais ça fait partie des éléments qu'il doit prendre en considération. Offrir des horaires de travail variables, j'ai souvent vu, par exemple, dans des cas d'accommodement en matière de santé mentale, où les gens avaient une médication à prendre. C'est une illustration, là, mais les gens avaient des médications à prendre et la recommandation des psychiatres, c'est que cette médication-là soit toujours à la même heure. Et là, on voyait que ces gens-là étaient sur des horaires rotatifs, donc jour, soir, nuit, et avec des horaires particuliers. Donc, il y a des employeurs qui, pour offrir un accommodement, compte tenu de leur obligation en vertu de la charte, ont déterminé que cette personne-là allait avoir un horaire fixe. Donc, quand on a des gros employeurs avec plusieurs travailleurs sur plusieurs horaires, bien, on est capable d'offrir un travail, peut-être sur le quart de soir ou le quart de jour, mais toujours fixe compte tenu de la prise de médicaments. Ça fait partie des solutions qui peuvent être prises dans certains cas. Donc, autoriser des déplacements de personnel, de nature personnelle. Donc, c'est un exemple, mais quelqu'un qui, une fois par semaine, a besoin d'un rendez-vous médical, il doit se présenter à tel ou tel endroit, bien que l'employeur, ça me semble pas être une contrainte excessive, de permettre aux travailleurs de pouvoir, même s'il n'y a plus de congés, même s'il n'y a plus de congés maladie, même si ces banques sont vides, etc., de pouvoir permettre ces déplacements-là dans le cadre d'un accommodement. Quand je dis aussi le déplacement de personnel, ça peut être de dire, ben, écoutez, moi j'ai plusieurs établissements. Là, vous travaillez dans un établissement qui est beaucoup plus loin de chez vous, mais compte tenu de la nature de votre maladie, ça serait préférable parce que vous avez de la misère à vous déplacer. Ben, ça serait beaucoup plus simple d'être dans un établissement qui est plus proche du domicile, etc. Donc, ça peut être des éléments qui sont réfléchis pour pouvoir accommoder la personne et la maintenir en emploi. Donc, je l'ai dit, l'employeur doit aménager, par exemple, le poste de travail ou des tâches, mais aménager le poste de travail, on voit beaucoup. Puis, quand je vous disais qu'une démarche sérieuse, ça ne peut pas juste être, des fois, l'employeur qui passe dans le bureau en regardant ça et en se disant « Ouais, je pense que ça ne marchera pas. Ça va jusque pour nous à aller chercher un ergonome, peut-être, des spécialistes de mouvement, quand c'est une question de positionnement. Quand c'est quelque chose à soulever, par exemple, parce qu'il existe des outils sur le marché qui pourraient me permettre de soulever des objets sans que j'aille à forcer. On l'a vu même chez des paramédics où toute la question ce qu'on appelait les patients bariatriques qui sont en surpoids important. Et il y a des outils maintenant qui vont permettre à des paramédics qui avaient des problématiques au dos, etc., de pouvoir soulever ces patients-là. Oui, il y a un coût. Oui, ce sont des équipements qui peuvent être dispendieux, mais non, ça ne constitue pas une contrainte excessive pour maintenir ces gens-là en emploi. Donc, je vous avais dit qu'il y avait quelques illustrations dans la jurisprudence. Je trouvais intéressant de prendre justement des cas dans la jurisprudence qui étaient des cas de personnes atteintes de sclérose en plaques. Je trouvais que c'était important de dire, il y a un cadre théorique à tout ça, mais il y a des gens qui ont exercé leurs droits et qui ont vécu, je vais dire, de la discrimination au travail et qui se sont battus pour faire reconnaître ça. Alors, on voit donc 4 illustrations. La première, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, PACET, contre une compagnie numéro qui est en fait une résidence de personnes âgées. C'est important, je vais en reparler tantôt dans les recours que vous pouvez utiliser. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, souvenez-vous-en, parce qu'on va en reparler tantôt,
c'est une commission où vous pouvez, je veux dire, cogner à la porte pour avoir de l'assistance et on peut vous représenter. C'est d'ailleurs le cas de la travailleuse en question dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est produit dans cette affaire? C'est une préposée aux bénéficiaires qui a la sclérose en plaques. On verra, elle a deux volets à son affaire. Elle n'avait pas divulgué sa sclérose en plaques lors de son embauche et elle également a été congédiée parce qu'elle n'était pas capable de transporter des liquides. Donc, elle n'était pas capable de transporter les soupes et les breuvages aux résidents. Donc, c'est ça je veux dire, sa limitation. Et la commission va la défendre, la commission des droits de la personne va la défendre devant le tribunal des droits de la personne et va contester le congédiement de la personne en question. Ils vont gagner au motif justement que Résidence Saint-Anne n'a pas fait la démonstration que de transporter les soupes et les breuvages, uniquement ce volet-là, constituait une contrainte excessive pour eux, qui n'avaient pas de possibilité de l'accommoder. Et dans cette décision, on va justement dire que ce n'est pas un emploi qui est isolé, qu'il y a plein d'autres collègues, que ça fait partie d'un volet, je veux dire, mineur par rapport à toutes les tâches qu'elle a, et que d'autres collègues peuvent s'occuper de cette tâche sans amener un fardeau épouvantable aux autres. Donc, dans ce contexte-là, ils vont annuler le congédiement, ils vont réintégrer la travailleuse. Dans la deuxième affaire, là, vous le voyez, c'est syndicat de l'enseignement de la Chaudière contre la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin. Donc, c'est une enseignante à temps partiel. Et puisqu'elle est syndiquée, elle va déposer un grief pour contester le fait que son employeur lui a refusé un deuxième contrat d'enseignante à temps partiel. Alors, je m'explique. Le professeur en question est atteint de sclérose en plaques. Elle a un contrat temps partiel. Son contrat se termine et on offre aux gens des nouveaux contrats. Dans la convention collective de la commission scolaire, il y a une clause qui dit que l'employeur doit payer une portion des assurances, l'assurance emploi, mais c'est que quand la personne est en maladie. Donc, la travailleuse est tombée en maladie après la fin de son contrat et on lui a refusé de lui octroyer le contrat à temps partiel parce qu'elle était en maladie au moment de l'octroi du contrat. Et l'employeur se défend en disant, ça me constitue une contrainte excessive parce qu'elle est malade et je vais être obligé de payer une assurance à mes frais, 100%, parce que d'habitude, il y a une contribution, mais puisqu'elle est en maladie, elle ne la payera pas. Et on a considéré que ça, c'est une forme de discrimination. Alors, le syndicat a gagné et elle a eu un dédommagement compte tenu du fait qu'elle n'avait pas obtenu le contrat à cause de sa maladie. Alors, on pense qu'on aurait dû lui octroyer le contrat temps partiel, peut-être la garder en maladie parce que c'était à son tour de l'avoir, payer les frais qui sont dus à la convention collective, puis lorsqu'elle sera capable de réexercer son emploi, mais de reprendre là où elle avait laissé. Dans la troisième affaire, c'est la question de Société immobilière du Québec contre Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Donc, dans cette affaire, c'est également un professionnel qui avait déposé un grief et qui l'a perdu. Et l'affaire est quand même intéressante, c'est pour vous illustrer ce que c'est qu'un accommodement raisonnable. Le professionnel en question souhaite être réintégré en emploi dans son poste à lui, malgré ses limitations. La Société immobilière du Québec va lui offrir un autre poste en disant, écoutez, il faudrait que j'adapte des tâches, peut-être dans votre poste, mais moi, à la place d'adapter vos tâches, je vais vous donner un autre poste dans la même classification salariale et ça va être ça l'accompagnement que je vais vous offrir. Le professionnel, ça l'intéresse moins, ce poste-là. Et le tribunal va déterminer qu'un accommodement raisonnable, du moment où l'employeur vous offre quelque chose qui est raisonnable, donc qui respecte vos limitations, qui respecte peut-être votre clause d'emploi, qui n'est pas un salaire farfelu par rapport à ce que vous gagnez, qui est quelque chose de tout à fait raisonnable. Dans ce contexte-là, on dit la Société immobilière du Québec avait répondu aux attentes du tribunal en offrant un accommodement raisonnable
et le professionnel, il peut considérer que ce n'est pas le meilleur accommodement, mais il n'a pas le droit au meilleur accommodement. Il a juste le droit d'en avoir un qui est raisonnable. Alors, l'employeur, dans ce cas-ci, avait répondu au fardeau et le grief a été rejeté. Et dans Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux contre Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Là, on va être dans une évaluation de poste, c'est-à-dire que l'employeur va regarder si on peut adapter le poste ou si on peut, si la personne qui est atteinte de sclérose en plaques peut continuer à travailler dans son poste. Est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce qu'on peut modifier des tâches, etc. Et ils vont conclure que ce n'est pas possible de garder la personne dans son poste. Donc, on voit que c'est un petit peu le contraire de société immobilière parce que du Québec, la décision dont on a parlé juste avant, parce que dans Alliance du personnel professionnel, là, l'employeur, lui, il arrête l'accommodement. Il dit, puisque je ne peux pas t'accommoder dans ton poste, alors je ne peux pas te garder à l'emploi. Alors que là, le syndicat va déposer un grief et il va dire, il fallait que la démarche, on l'a dit tantôt, la démarche est importante, il fallait que la démarche se fasse auprès de l'ensemble des postes de l'employeur. Il faut qu'on voit plus large que juste ce que le travailleur faisait. Et si je peux offrir un autre poste au travailleur dans l'entreprise, alors j'ai la responsabilité de faire ma démarche pour tous les postes. Alors, à titre d'illustration, là, si vous êtes dans une municipalité, c'est très, très diversifié. Mais si vous êtes un policier pour une municipalité et que votre emploi est en jeu parce que vous n'êtes plus capable, par exemple, de faire d'intervention physique ou que vous êtes plus capable de vous déplacer adéquatement, bien, il y a peut-être des emplois dans d'autres unités ou des emplois qui sont permis dans, par exemple, un travail plus clérical. Ça peut aller jusque-là dans la réflexion qu'un employeur doit avoir. Évidemment, des fois, il y a la question des classes salariales qui peuvent être problématiques, mais il faut prendre aussi qu'est-ce que la personne est capable de faire, quelle est sa formation, est-ce qu'elle peut occuper un autre emploi qui lui amènerait une source de rémunération qui est similaire, sinon préférablement égale. Je fais une attention avant de passer à l'autre parce que vous allez voir, dans ce cas-là, vous avez vu que la commission de personnes avait soutenu un travailleur et vous avez vu dans les 3 dernières affaires des syndicats qui ont soutenu les travailleurs. Donc, ce qui intéresse souvent les gens, c'est mais quels sont mes recours, quelles sont les procédures, je vais dire, pour défendre mes droits. Je vais faire tout de suite un bémol parce que c'est loin d'être très simple, mais il y a des portes où vous pouvez cogner qui sont intéressantes et qui sont souvent gratuites. Alors ça, c'est intéressant. Mais prenez pas ça comme un avis formel que vous, c'est dans telle case, parce que c'est quelque chose qui est relativement compliqué, dépendamment, par exemple, de votre statut d'emploi. Êtes-vous un salarié au sens du code? Êtes-vous syndiqué? Donc, est-ce que vous êtes victime d'un congédiement ou vous êtes victime de discrimination en emploi de d'autres natures qu'un congédiement? Alors, tout ça rentre en ligne de compte, c'est très factuel, mais il y a quand même des choses qu'on peut vous dire qui sont intéressantes si vous vous considérez victime de discrimination au travail. La première, pour un travailleur non syndiqué, vous l'avez vu dans l'affaire Paquette, l'affaire qu'on a discuté en premier point dans le PowerPoint précédent, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est un organisme qui est là pour faire la lumière sur les questions de discrimination. Et ces gens-là, s'ils acceptent vos dossiers en considérant que vous êtes une victime de discrimination, ils ont des procureurs qui vous sont fournis et pour lesquels ils pourront aller devant les tribunaux des droits le tribunal des droits de la personne et exercer vos recours. Donc, la Commission des droits de la personne, c'est une commission qui est très importante dans ces cas-là, compte tenu aussi de la gratuité
des services qui sont offerts dans la mesure où vous répondez aux critères et qu'ils acceptent de vous représenter. Donc, vous pouvez aller sur le site web, il y a des démarches qui sont bien expliquées et il y a beaucoup d'informations sur ce site. Le deuxième élément qu'on voit, c'est le CNESST, la Commission des normes et de l'équité de la santé et sécurité au travail. La CNESST, c'est également quelque chose qui peut vous accompagner. J'ai vu récemment des décisions sous ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un 124, c'est-à-dire une personne qui a été congédiée, ou un article 122, une pratique interdite. Donc, congédié pourquoi? Ben, congédié parce qu'on considère qu'elle n'était pas capable de faire le travail, mais dans le fond, y a-t-il des démarches d'accommodement qui avaient été faites, etc. Donc, c'est aussi même chose qu'au niveau de la Commission des droits de la personne. Vous suggérez d'aller cogner à cette porte-là dans la mesure où vous êtes victime d'un congédiement parce que lorsque la commission de la CNESST, cette fois-ci, décide de prendre votre dossier, c'est également un service qui est soit sans frais. Alors, il faut pouvoir bénéficier, il faut répondre à certains critères, évidemment, notamment d'être un salarié, etc. Mais c'est intéressant et je vous recommande d'aller vers ça. Pour un travailleur non syndiqué, il y a certaines situations aussi où les gens qui sont victimes de discrimination, comme je dis, on parle beaucoup de congédiement parce qu'on parle beaucoup d'emploi aujourd'hui, mais il y a des situations où on va considérer que c'est une atteinte à nos droits fondamentaux et que c'est un dédommagement monétaire qui est requis. Donc, il y a aussi tous les tribunaux de droit commun, donc la Cour du Québec, la Cour supérieure. C'est le classique où vous consultez un avocat, puis après ça, ben, vous décidez de prendre des démarches. Le désavantage, évidemment, c'est que dans ces cas-là, c'est beaucoup, beaucoup plus dispendieux. C'est pour ça qu'on vous tourne vers les organismes qui sont dans la mesure où ça répond aux critères là, qui sont financés par l'État. Au niveau du travailleur syndiqué, alors dans ce cadre-là, c'est le syndicat. Il faut que vous passiez en premier lieu par le syndicat. La jurisprudence, elle est très importante à l'effet qu'un arbitre de grief a des pouvoirs très, très, très larges. Alors, c'est même pas dans bien des situations, pour ça je vous dis je fais attention parce qu'il y a des situations qui peuvent être particulières, mais dans bien des situations, c'est même pas un choix. Vous avez l'obligation de déposer un grief. Dans ces cas-là, c'est souvent la représentation est faite par le syndicat. Alors, dépendamment des syndicats, là, ils ont des méthodologies différentes, mais c'est le syndicat qui va porter votre grief, puis on l'a vu dans les cas précédents où c'est quelque chose que donc les syndicats vont aller plaider devant des arbitres de grief pour faire trancher la question et protéger vos droits. Donc, les remèdes qui sont possibles, ben, dans un cas de congédiement, réintégration, mais il y a aussi beaucoup de fois où c'est des dommages qui vont vous être causés et qu'on va réparer de façon pécuniaire. Je vois que le temps avance. Alors, je vais faire une petite fermeture pour ce sujet, puis je vais aller rapidement sur le dernier. Donc, le fardeau de l'employeur, c'est un fardeau qui est important. Je le répète, on a souvent l'impression, parce qu'on est en situation de vulnérabilité, c'est évident quand on est un salarié. Là. Le pouvoir, il est du côté de celui qui a le droit de gérance, c'est l'employeur. Alors, on a l'impression des fois qu'on est un petit peu écrasé, oppressé dans des situations comme celle-là. Mais, je vous le rappelle, le fardeau, c'est celui de l'employeur, il est important. Il doit démontrer qu'il ne peut pas l'accommoder, l'employé, parce que la contrainte, elle est excessive. Pas compliqué, pas difficile. La jurisprudence a dit excessive pour une raison très simple, le fardeau, il est lourd. Donc, je vais dans le sujet des règles en matière de cueillette d'informations et de divulgation. On pose souvent la question, ai-je l'obligation de divulguer ma maladie à un employeur? Alors, je ne les ai pas reproduits, mais l'article 18.1, on dit que nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 dont on a parlé, qui sont les motifs de discrimination, sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20. L'article 20 que j'ai mis au début, on dit est-ce que c'est justifié?
Donc, ou à l'application d'un programme d'accès. Donc, sans rentrer dans les grands détails, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous ne pouvez pas vous faire poser une question à moins que les employeurs soient capables de justifier qu'il y a une relation avec l'emploi. Et vous avez dans la décision Hackett, on a vu précédemment, qui est la préposée aux bénéficiaires qui avaient des difficultés à transporter des liquides. Dans ce dossier-là, il y avait également la question de la cueillette d'informations de l'ordre de l'entrevue. La Cour d'appel nous a souvent dit que de mentir ou de ne pas donner des informations importantes dans un formulaire de pré-embauche, par exemple, c'est fatal. C'est-à-dire que votre emploi est en jeu. Là. On dit que c'est même ce qu'on appelle en latin congédiement parce que le contrat est nul ab initio. Il n'a jamais existé. Si mon employeur avait su ça, il ne m'aurait jamais engagé. Donc, c'est très puissant. On a des cas concrets dans la jurisprudence. J'en ai même plaidé un où on a découvert que la personne avait menti dans son CV et ça l'a amené à son congédiement. Sauf qu'il faut qu'il y ait une relation dans son travail. Et dans le dossier de Madame la préposée, qui avait la sclérose en plaques, on lui avait reproché de ne pas avoir dénoncé sa maladie. Mais c'est une question souvent de fait. Dans ce contexte-là, on disait, ben, Madame, elle avait des documents médicaux qui lui disaient qu'elle était apte au travail, qu'on ne lui donnait aucune limitation fonctionnelle au moment où ce était là en embauche. Et en plus, il n'y a pas eu de questions précises de l'employeur qui lui ont été données. Donc, elle n'a pas d'office l'obligation de dévoiler sa maladie à chaque fois qu'elle se présente dans une entrevue. Il faut, que l'employeur pose la question, et si la question n'est pas justifiée, et là, pour moi, ça constitue, on l'a vu dans des cas, surtout avec, il y a beaucoup de jurisprudence chez les femmes enceintes, mais ça constitue une infraction pour laquelle les gens peuvent réclamer des dommages. On l'a vu dans la jurisprudence récente d'ailleurs. Alors, il faut, que l'employeur se mouille et dise, je vais poser la question directement. Et s'il pose cette question-là, ben, il doit être capable de la justifier en fonction de ce qu'on a dit tantôt, l'article 20. Est-ce que ça constitue une obligation professionnelle justifiée d'interdire, par exemple, aux gens avec la sclérose en plaques, d'appliquer à son poste ou des gens, je dis mais des gens avec une limitation fonctionnelle X, Y, Z, c'est-à-dire de dire, ben, est-ce que vous avez des difficultés à marcher ou est-ce que vous avez des difficultés, peu importe le type de lésion qu'on peut avoir. Donc, c'est assez nuancé. La jurisprudence nous dit, vous devez dévoiler les informations, vous devez répondre aux questions, puis si vous ne le faites pas, vous pouvez être congédié pour ça, mais il faut que l'employeur soit en mesure de justifier ces questions-là qui sont de nature personnelle. Et s'il n'est pas capable de le faire, la question elle est illégale et vous avez des recours à cet égard. Alors, là, j'ai essayé d'arriver, j'espère que je vais arriver dans le temps. Je regarde l'heure, je pense que c'est correct. Donc, je serai rendu à la période de questions, puis je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Maître Raymond, de nous avoir donné toute cette information. C'est un sujet qui est assez proche de tout le monde parce que presque tout le monde travaille, pas mal tout le monde travaille. Donc, on a quelques minutes pour passer un peu rapidement quelques questions qu'on a reçues durant votre présentation. Donc, ça se pourrait qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais les agents InfoSP sont disponibles pour répondre à vos questions au besoin. Donc, je vais commencer déjà avec une première question. Ici, quelqu'un demande, le syndicat me demande d'inscrire mes limitations. Est-ce que la fatigabilité est une limitation? Ben, en général, puis évidemment, chaque cas est différent, mais effectivement, moi, je représente beaucoup de syndicats. Puis la première étape, puis c'est que si les accommodements sont individualisés, on doit être en mesure de bien définir vos limitations. La fatigabilité, est-ce que c'est une limitation? Moi, je pense que oui. Est-ce que l'idéal, par contre, ce que je suggère, c'est que ce soit les médecins qui les délimitent. Donc, parce que en général, quand on va faire une démonstration,
d'être accompagné de son médecin. Puis j'imagine que vous avez un médecin traitant. Ça va être plus facile d'orienter ces limitations-là. Mais oui, la fatigabilité, pour moi, c'est une limitation. Parfait. Quelqu'un demande, est-ce que je peux demander à mon employeur de me trouver un bureau? Chaque jour, je dois trouver une place, une chaise, un ordinateur, un téléphone. Et que dois-je faire quand il n'y a pas de volonté de mon employeur? Ben, là, je vous disais, c'est un peu du cas par cas. Est-ce qu'on considère que l'accommodement, est-ce qu'il est raisonnable? Et là, si on considère qu'il n'est pas raisonnable, notamment parce que les conditions de travail sont épouvantables, est-ce qu'on n'est pas en train, puis je ne fais pas un cas particulier avec vous, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de vous décourager de travailler? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de congédier injustement en disant, ben, écoutez, elle va trouver ça tellement pénible qu'elle va s'en aller. Alors là, je pense qu'il faut exercer ces recours en matière de discrimination, que ce soit de consulter son syndicat ou la CDPDJ ou la CNSST dans des cas où on pourrait avoir jusqu'au congédiement. Je glisse rapidement, juste une petite question qui me vient, moi, puis ça me brûle les lèvres de la poser. Mais à quel point désolé à tous ceux qui suivent, j'ai comme une place privilégiée en ce moment. À quel point les employeurs des petites entreprises, des PME, sont au courant de leurs responsabilités? Est-ce quand on devient une entreprise, un employeur, est-ce qu'on apprend ces Ouais. informations-là? C'est sûr que c'est dans les petites entreprises. J'ai vécu un cas dans une très petite entreprise où ils commettaient des erreurs, puis c'était pas des erreurs de mauvaise foi, mais c'était des erreurs qu'on ne voyait pas depuis 20 ans. Là. Et la vérité, c'est que je trouve ça plate, mais à un moment donné, quand tu as une business, apprends les règles qui la régissent. Et si mes droits fondamentaux sont violés, ça, c'est la règle, je l'ai dit tantôt, mais je pense que c'est au cœur d'une entreprise d'être capable de se doter de ressources humaines adéquates. Alors, moi, j'ai des droits, je les exerce, mais ça ne veut pas dire que tout le temps, c'est pas toujours, ça peut être une simple discussion en disant, écoute, je pense que tu as une obligation, puis je pense que je consulterai, là. Tu ne peux pas juste me dire que c'est terminé, puis etc. Parce que des fois, dans les petites business, on a des relations très, très, très proches aussi avec ces gens-là. Oui. J'ai une autre question ici. Quelle est la protection pour les professionnels libéraux, médecins, pharmaciens, avocats, etc.? Ben, en fait, ça dépend de votre statut d'emploi. C'est-à-dire que si je comprends la question, c'est de dire, oui, il y a des endroits, comme moi, par exemple, j'ai un bureau d'avocat, j'ai des salariés. Quand ce salarié-là, puis je dis, la charte s'applique à tout le monde, pas juste aux salariés, mais évidemment, dans le contexte où je présente ça aujourd'hui, c'est souvent avec le lien d'emploi. Alors, moi, c'est des avocats, mais c'est un avocat qui est salarié. Il a tout à fait les mêmes droits que la personne qui travaille à l'usine ou la personne qui travaille en restauration. Alors, le statut libéral de la profession, ça ne va pas changer l'obligation juridique d'un employeur. Ce qui va peut-être changer, par exemple, c'est son statut de salarié ou non, parce que là, il y a bien des avocats qui vont être en profession libre, là, si je peux dire, ou des travailleurs autonomes, où là, ben, évidemment, il n'y a pas la présentation d'aujourd'hui ne s'applique pas. Quel type d'accommodement pourrait être acceptable pour les troubles cognitifs, les troubles de concentration de fatigue? On en a parlé un peu tantôt. Ça, c'est difficile à dire dans l'abstrait. Parce que j'en ai vu, il y en a, puis ça dépend. Mais la première étape, c'est de bien les faire délimiter par votre médecin. C'est quoi que vous êtes capable de faire puis plus faire. Souvent, là, ce qu'on voit, c'est des gens qui arrivent et disent, moi, j'ai des troubles cognitifs, c'est important, je prends de la grosse médication, etc. Ça ne nous dit pas, puis c'est ça qui est difficile à enclencher, ça ne nous dit pas ce que vous êtes capable de faire ou pas faire. Moi, je ne suis pas médecin, je suis un avocat. Alors, je vous l'ai dit, les étapes fonctionnent. C'est quoi la grosseur de mon employeur et c'est quoi mon travailleur qui est avec moi, c'est quoi qu'il est capable de faire puis pas faire. Puis c'est après ça que tu pousses sur l'employeur en disant voici ce qu'il n'est pas capable de faire de façon très précise, mais donne-y ce qu'il est capable de faire. Alors, c'est dur pour moi de répondre dans l'abstrait, mais il faut faire délimiter ça de façon très précise. Les médecins le font d'ailleurs. Dans le cas de réorganisation de tâches, est-ce que l'employeur pourrait diminuer le salaire de l'employé vu que la charge de travail est plus légère et la productivité de l'employé diminue? Ça dépend s'il modifie de poste. Là, la question est toute complète. Mais je vais vous donner un exemple où je donnais l'exemple que je donnais tantôt, le policier qui est dans la convention collective des policiers. On le transfère dans la convention collective des cols blancs dans une municipalité parce qu'il n'est plus capable d'être policier.
bien, à moins qu'il y ait des dispositions précises des conventions collectives, que ça existe, là, des fois où on va protéger le salaire du policier, on va lui octroyer le salaire du nouveau poste. Ça, c'est pas des tâches, par exemple, c'est un nouveau poste. Alors, quand c'est juste des tâches, je suis pas d'accord. Il n'y a pas à modifier le salaire. Puis, quand tu modifies de poste, pour moi, pour que ce soit raisonnable, il faut que tu lui donnes quelque chose qui est similaire. Parce que si tu lui donnes une job qui est 25% du salaire qu'il faisait, ben là, tu n'es pas en train de l'accommoder. Est-ce que le stress et l'anxiété peuvent être considérés comme une limitation fonctionnelle? Ben, le stress et l'anxiété, c'est que là, on est vraiment sur des, je vais dire, des symptômes. Quand on va parler de limitation, ce que je vais voir, par exemple, je donne un exemple concret où on va dire que la personne avait été harcelée psychologiquement et elle faisait du stress, de l'anxiété depuis ce temps-là. Et le médecin avait dit, je veux plus qu'elle soit en contact avec telle catégorie d'emploi parce que c'est cette catégorie d'emploi-là dans l'entreprise qui l'avait harcelée. Ça, c'est une limitation fonctionnelle. Il ne peut plus travailler avec eux autres. OK. Alors, alors, ça, c'est plus concret, je vais dire, que juste stress et anxiété. Donc, quand je vous disais les faire délimiter comme il faut ne pas se tromper entre symptomatologie et limitation fonctionnelle. Une limitation fonctionnelle, c'est quelque chose que vous êtes plus capable de faire. Donc, je suis plus capable de transporter les 10 kilos. Ça, c'est une limitation. Mhm. Est-ce que le fait de est-ce que le fait de ne pas avoir déclaré mon diagnostic de SP à mon employeur peut avoir des conséquences sur des limitations physiques, si des limitations physiques surviennent dans le futur? Bon, on en a parlé dans la présentation. C'est ça. Ben là, ça c'est vraiment la dépend. Si un jour, si au moment, ma position, c'est que si au moment où vous ne l'avez pas déclaré, vous n'aviez pas d'imitation, ils n'ont pas besoin de savoir l'ensemble de l'histoire de votre pédigré médical. Mais est-ce que la jurisprudence nous dit, ben, il faut quand même, est-ce qu'il y avait une question précise? Là, on est vraiment dans les éléments factuels. Là, dans votre cas à vous, si vous n'aviez pas de symptômes, vous l'avez dit, c'était un stade je suis désolé, je connais pas vraiment. Ouais. Je suis gêné de prétendre connaître la sclérose en plaques, mais s'il n'y avait pas de symptômes à ce moment-là, puis vous aviez des capacités de travail, aujourd'hui, si ça s'est dégradé, ben là, prenons l'état que vous avez aujourd'hui, puis on va regarder vos limitations fonctionnelles en fonction de votre état réel. Lorsqu'un employeur juge une demande d'accommodement comme excessive, quelles sont les étapes suivantes? Doit-il trouver une autre solution? C'est l'employeur. Ouais. Tout est ensemble. C'est-à-dire que quand on vous dit une autre solution, s'il dit que c'est excessif, c'est parce qu'il considère qu'il n'y en a plus de solution. Il faut qu'il aille au bout du processus. Il ne peut pas faire ça à la pièce. Il ne peut pas vous dire, écoutez, moi je pense que dans votre emploi, vous n'êtes pas capable, pour moi c'est excessif. C'est à lui à vous dire, ben, j'ai regardé les autres postes ailleurs, puis il n'y en a pas. Là, il pourrait dire, écoutez, nous, on est 4 employés. Je donne un exemple d'une PME. On est 4 employés. Écoute, tu n'es pas capable de faire 80% des tâches puis ça représente 25% de mon payroll. Là, là, il vous dit, je m'excuse, c'est excessif. Quelle est la prochaine étape? Malheureusement, là, il va procéder à un congédiement de nature administrative parce que la première obligation d'un salarié, c'est d'offrir sa prestation de travail. Et là, il va considérer que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est ça qu'on veut éviter et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la démarche d'accommodement. Est-ce qu'un employeur peut diminuer les responsabilités dans une position où la question est bonne, je vais essayer de bien la poser. Est-ce qu'un employeur peut diminuer les responsabilités dans une position ou les transférer à une autre position et supprimer la position en question? Donc, au final, la personne vient par être congédiée, dans le fond, en supprimant son poste. Abolir un poste pour ne pas Ouais, l'accommoder? ouais, Non. C'est bien là, non, poser comme ça, poser comme ça, c'est. Là, dans le fond, on dit, moi, à la place de t'accommoder puis de te faire tes tâches, je vais transférer ta fonction, je vais transférer ça dans une autre chaise, je vais mettre quelqu'un dans l'autre chaise, je vais abolir ton poste, puis quand tu vas essayer de revenir, je vais dire que ton poste n'existe plus. ouais, Si c'est ça, là, je veux dire, c'est un tour de magie, cette histoire-là. Là. C'est pas. ok. C'est pas quel est, reposons-nous la question. Quel est l'effort qu'il a fait pour vous accommoder? Là, s'il Ouais. prétend à une abolition de poste, des fois, les abolitions de poste, il a le droit d'y faire. Sauf que, est-ce que vous n'êtes pas en train de l'abolir parce que vous êtes malade? Si c'est ça, c'est illégal. Là, il y a toute une démarche à conclure là-dessus.
il faut qu'il fasse la démonstration que l'abolition de poste n'a rien à voir avec la maladie. Ah oui. Une autre très bonne question. Comment pouvons-nous prouver que nous avons besoin d'un accommodement? Ben, souvent, c'est le médical. C'est-à-dire que du Mhm. moment où ça s'enclenche assez facilement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les médecins. Parce que quand vous avez un document, vous pouvez dire à votre employeur, écoutez, moi j'aimerais ça avoir un accommodement. Et là, il va dire, oui, mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Mais quand vous avez des biens médicaux qui disent, ben écoutez, moi je suis suivi, voici là, que je pense, moi je suis pas capable de faire plus que 32 heures par semaine, par exemple. Comme ça, là. Alors, ça, c'est un accommodement. Là, tu arrives avec le bien médical et là, tu enclenches pour moi le processus. J'ai objectivé une limitation. Tu dois m'accommoder jusqu'à la contrainte. Donc, là, après ça, est-ce que lui est capable de modifier son horaire? S'il vous dit c'est impossible pour moi, voici pourquoi, et que ça constitue une contrainte excessive, ben là, c'est là que l'emploi est en jeu. Mais si c'est pas une contrainte excessive, là, il doit, dans la mesure du possible, vous accommoder. Et une dernière question ici. Dans un cas où l'employé ne peut pas travailler 5 jours par semaine, par exemple 4 au lieu de 5 jours, en raison de la fatigue liée à l'ASP, et où l'employeur refuse car l'invalidité partielle n'existe pas dans la convention, donc soit l'employé travaille à temps plein, soit l'employé est 100% en congé de maladie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Euh, oui, oui. Parce que ça c'est un grand classique de l'assurance. Là, évidemment, j'ai très peu de faits, mais en assurance, on va souvent vous dire, écoutez, c'est une invalidité, puis l'invalidité, c'est de l'assignation temporaire. Il n'y a pas d'assignation temporaire chez nous, là. Tu fais la job ou tu ne la fais pas. Puis tant que tu es sur l'assurance, ils vont considérer qu'ils n'ont pas à vous accommoder, parce qu'ils vont dire que vous êtes payé par l'assurance anyway. Fait qu'on fera l'accommodement plus tard. C'est pas aussi simple que les employeurs le prétendent sur ce volet-là. Je pense que quelqu'un qui est malade, puis là, ça dépend des circonstances, mais oui, vous avez un droit à l'accommodement. Mais c'est vrai que de façon temporaire, en général, c'est un grand classique. Alors, c'est plus difficile pour moi de se prononcer parce que ça, c'est très, très, très factuel, mais pour moi, l'accommodement existe quand même. Mais écoutez, merci énormément de toute cette information, Maître Jean-François Raymond. On vous aurait gardé toute la soirée parce que je pense que c'est un sujet qui touche énormément les gens. Donc, merci encore d'avoir pris part à ce webinaire. Ben, ça m'a fait plaisir. Alors, j'espère que ça a été utile. C'est court, c'est un sujet qui est complexe. Je sais que des fois, les gens aiment avoir des réponses très pointues à des questions. Une excuse parce que, évidemment, souvent, on va aller chercher beaucoup d'informations, mais j'espère au moins que ça a été utile à tout le monde pour se connaître vos droits. Merci encore. Donc, en terminant, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je voulais aussi rappeler qu'on a des agents InfoSP pour les questions qui n'ont pas été répondues. Suivez également la Société canadienne, en fait SP Canada, sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal Novartis et nos commanditaires partenaires Biogène, EMD Serono, Alexion et Roche. Moi, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire. Encore une fois, toujours une belle sélection d'experts qui nous parlent de ces sujets-là qui parfois font peur, hein, tous les sujets légaux ce soir, mais que finalement, avec cette présentation-là bien vulgarisée, ben, ça a été quand même très, très, très éclairant. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée.